La journée internationale du sommeil s'inscrit comme un moment essentiel pour sensibiliser le grand public sur l'importance d'un sommeil de qualité. Occupant près d'un tiers de notre existence, le sommeil, selon de nombreux spécialistes de la santé, joue un rôle crucial dans notre bien-être et notre santé globale. Mais malgré cela, son importance est souvent sous-estimée ou même mal comprise par beaucoup. Ainsi, la Journée internationale du sommeil célébrée ce jour vise donc à déconstruire ces mythes et à mettre en lumière les véritables besoins de notre corps en matière de repos. Et le thème de cette année est quand somnolence et santé mentale se croisent. Mais alors une question, quel peut être le lien entre somnolence et l'état psychologique? Nous croisons les points de vue de Dr Ablo Prudence Ouachinou, médecin pneumologue, spécialiste de médecine du sommeil, professeur agrégé à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, et de Étienne Sonou, psychologue clinicien. Étienne Sonou va nous rejoindre dans quelques instants, mais Dr Ablo Prudence Ouachinou est déjà avec nous. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Un plaisir de vous avoir dans ce studio. Vous êtes médecin, pneumologue, spécialiste de médecine du sommeil, professeur agrégé à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Journée mondiale du sommeil, c'est aujourd'hui. Est-ce que tous les travailleurs, docteurs, sont autorisés à dormir un peu, laisser donc les obligations professionnelles de côté? On est autorisé ou pas? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier toute la rédaction pour cette occasion et cette opportunité qui nous est donnée ce matin de discuter d'une thématique qui est trop souvent négligée, compte tenu du rôle très important que joue le sommeil dans notre vie et dans notre santé en général. Et vous avez rappelé dans vos propos introductifs que nous dormons en moyenne un tiers de notre vie. Et il faut considérer que quelqu'un qui a aujourd'hui 60 ans a passé 20 ans de sa vie à dormir. Et donc, clairement, le sommeil qui occupe autant de temps dans notre vie ne peut pas être quelque chose à négliger. Pour revenir à votre question, est-ce que en ce jour 14 mars, journée mondiale du sommeil, est-ce que tous les travailleurs sont autorisés à dormir? Je ne peux pas répondre par l'affirmative. Mais j'espère que d'ici la fin de cette émission, nous allons donner quelques conseils aux auditeurs, aux populations, pour que elles puissent veiller, ces auditeurs et ces populations puissent veiller sur leur sommeil et pouvoir véritablement embrasser une bonne ou une meilleure hygiène de sommeil, parce que l'hygiène de sommeil est aussi tout aussi importante que l'hygiène de l'alimentation et d'autres types d'hygiène. Docteur Ablo Prudence Ouachinou, ce 14 est un moment de communication et sans doute de mobilisation des pouvoirs publics, du corps médical pour véhiculer des messages de prévention autour du sommeil et de ces troubles notamment. Sinon, quel est le sens exact de cette journée, vous qui êtes un spécialiste du domaine? Alors, le sens exact de cette journée, c'est véritablement de sensibiliser les populations sur l'importance du sommeil et d'encourager les uns et les autres à adopter des comportements qui favorisent une bonne hygiène de sommeil. Et quels sont ces comportements? Alors, avant peut-être d'aller au comportement, vous me permettrez de dire un mot du rôle du sommeil dans notre vie. Bien sûr. Le sommeil joue un rôle clé. Voyez-vous, on peut passer des jours sans manger, si on le désire. Mais on peut pas passer. Ça va être compliqué quand même. Oui, il y en a qui peuvent décider de le faire. C'est vrai, mais on ne peut pas passer des jours sans dormir. Imaginez votre état le matin d'une nuit peu reposante, une nuit agitée, et bien si vous imaginez des personnes qui restent comme ça sur une longue durée, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Alors le sommeil joue un rôle clé dans plusieurs fonctions vitales de notre vie. Il faut savoir que le sommeil intervient dans le développement, le développement somatique, le développement dans la mémoire, dans la concentration. Le sommeil joue un rôle dans le système immunitaire. Notre organisme, dans sa façon de lutter contre les infections et les maladies en général, c'est le sommeil va jouer. C'est au cours du sommeil
que le système immunitaire va véritablement s'équilibrer, le sommeil joue un rôle dans notre équilibre psychique, dans la gestion des émotions. Et donc, le sommeil joue un rôle extrêmement important, même dans la régulation de la tension artérielle, de la glycémie. Donc, c'est un rôle central que joue le sommeil dans notre vie. Et vous imaginez donc que si le sommeil est perturbé, eh bien, ça va engendrer beaucoup de dysfonctionnements dans notre vie. Et peut-être avant d'aller aux éléments de l'hygiène du sommeil, je voudrais dire quelques éléments des affections, des maladies qui peuvent découler d'un sommeil qui n'est pas de qualité, un sommeil de qualité, mais également en quantité suffisante. Un sommeil qui n'est pas réparateur. Qui n'est pas réparateur, on peut utiliser ce thème-là. Les troubles du sommeil, à court terme, quelqu'un qui ne dort pas bien, qui n'a pas bien dormi la nuit, à court terme, le lendemain, il va être en dette de sommeil. Et donc, il va payer la dette de sommeil. Et cette dette de sommeil va passer par une somnolence dans la journée. Vous imaginez quelqu'un qui est somnolent sur son lieu de travail. Je prends un exemple peut-être à l'extrême. Quelqu'un qui travaille dans le BTP et qui doit conduire des engins et qui est somnolent sur ces engins. Vous imaginez ce que ça peut créer comme accident. Vous imaginez quelqu'un au volant en train de conduire tranquillement sa voiture qui est somnolent au volant. Ce que ça peut créer pour cet individu, mais également pour l'entourage et les autres conducteurs. Ça, c'est ce qui peut se passer à court terme. Mais sur le long terme, le sommeil perturbé peut être à l'origine de plusieurs maladies, de la plupart des maladies non transmissibles en réalité. Un sommeil perturbé peut entraîner à la longue de l'hypertension artérielle, peut entraîner du diabète, des maladies du cœur, des maladies des nerfs. Un sommeil perturbé peut même entraîner une baisse du désir sexuel. Ah oui, donc c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important dont il faut se préoccuper. Alors, pour revenir à comment bien dormir, ou parlons revenir à la question des comportements à avoir par rapport à l'hygiène du sommeil. Le premier conseil important, c'est qu'il faut adopter des horaires réguliers de sommeil. Il faut dormir et se lever à heure fixe. Le cerveau, qui est l'organe clé du sommeil, préfère ou est perturbé quand on a des horaires de l'irrégularité dans le sommeil. Il ne s'agit pas de se coucher aujourd'hui à 22h, le lendemain on se couche à 1h du matin, le surlendemain on se couche à 23h, ce n'est pas bon. Donc il faut avoir des horaires fixes. Donc dormir et se réveiller à une heure fixe. À une heure fixe, y compris le week-end. Donnez-nous un exemple. Alors, il faut essayer déjà de déterminer quelle est la durée suffisante de sommeil qui nous suffit pour être bien reposé le matin. On l'avait dit en aparté, quelle est la durée normale. On considère qu'il faut dormir entre 6 heures et 8 heures. Ça, c'est pour la grande majorité. Mais il y a des gens qui sont des courts dormeurs, qui ont besoin de moins. Ils ont dormi 5 heures, ils sont OK. Il y a d'autres qui sont de longs dormeurs. Ils ont besoin de plus de 8 heures, 9 heures de sommeil. Alors, chaque individu, donc, a, et ça, c'est déterminé génétiquement, la durée suffisante de sommeil qu'il le faut. Une fois qu'on a déterminé ça, si on a besoin, par exemple, de 7 heures de sommeil, et que on sait, par rapport à ses obligations professionnelles, qu'on doit peut-être être debout à 6 heures. Si j'ai besoin de 7 heures de sommeil, c'est que je m'arrange pour qu'à 23 heures, je sois au lit. Et à 23 heures, ça peut être quelques minutes près. Mais il faut véritablement rester dans cette régularité-là et ça va permettre au cerveau de pouvoir donc s'adapter pour offrir une durée de sommeil suffisante. Donc, si je sais qu'à 23 heures, normalement, je dois aller au lit compte tenu de ce que mon organisme supporte en termes de durée de sommeil et tout. Donc, à 23 heures, je dois être au lit. Ça peut pas être à 23h15, 23h20, 23h30. Parce qu'il y a des fois, vous parlez d'obligation professionnelle tout à l'heure. Ça peut ne pas être une obligation professionnelle, une obligation familiale ou c'est une urgence, on vous appelle. Donc, quand ça se décale comme ça, est-ce que ça veut dire forcément que là, toute ma santé est affectée? Non, ça se passe pas exactement comme ça. Fort heureusement, le cerveau et l'organisme ont des mécanismes d'adaptation. Et quand je dis qu'il faut aller se coucher à heure fixe, c'est pas à 1-2 minutes près. Si je dis 23 heures, ça peut être 15 minutes avant 23 heures, ça peut être 15 minutes après 23 heures. Mais il faut rester dans cet intervalle d'une demi-heure autour de l'heure fixée pour le sommeil. Et je voudrais insister sur un élément parce que d'aucuns me diront, mais si je vais me coucher à 23 heures que le sommeil ne vient pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le lit? Parce que il y a certains
qui ont du mal à rentrer dans le sommeil. C'est un trouble de sommeil. Ça peut aller vers un trouble de sommeil qu'on appelle l'insomnie. L'insomnie, c'est la difficulté à rentrer dans le sommeil ou la difficulté à maintenir un sommeil d'une durée suffisante. D'accord. Quelqu'un qui se couche à 23h et qui à 2h du matin est déjà debout et qui ne trouve plus le sommeil, là, il développe un trouble du sommeil qu'on appelle insomnie. Ce qu'on conseille, c'est que lorsque je me suis couché à 23h et que au bout de 20 minutes, 30 minutes, le sommeil ne vient pas, il faut sortir du lit. Il faut sortir du lit. Oui. Je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer comment ça se passe une nuit. Allez-y. Le sommeil, au cours d'une nuit de sommeil, en fait, nous avons des cycles de sommeil. C'est en moyenne 4 à 6 cycles de sommeil. Et chaque cycle dure environ 90 minutes. Et chaque cycle, au cours de chaque cycle, il y a des phases de sommeil. C'est comme un train, un train, le train passe toutes les 90 minutes. Donc si j'ai raté le premier train, il vaut mieux que je me remette sur le quai pour pouvoir rentrer dans le deuxième train qui va passer. Donc je donne une image comme ça pour qu'on puisse comprendre. Donc je rentre dans le sommeil, je rentre dans mon lit, je ne trouve pas le sommeil autour de 20-30 minutes. Au lieu de rester là, gamberger, on conseille de sortir du lit, de faire une petite lecture, mais pas de s'exposer à un écran. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et puis, dès qu'on commence à sentir les paupières lourdes, à ce moment-là, on peut retourner dans son lit. Donc, je reviens sur le premier conseil, horaire fixe du sommeil et horaire régulier du sommeil. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut trouver un environnement propice au sommeil. Un environnement propice, une chambre qui doit être calme, qui doit être sombre. Sombre. Donc, sombre, c'est les lumières éteintes Les lumières, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une horloge interne qui est stimulée par la lumière du jour ou la lumière artificielle. Dans la journée, on reste en éveil. Et donc, quand le cerveau trouve de la lumière quelque part, c'est qu'il ne fait pas nuit et donc, il ne va pas rentrer dans le sommeil. Donc, on conseille d'avoir une chambre qui est relativement sombre. Certains ont besoin peut-être d'une petite lumière pour trouver le sommeil. Donc une veilleuse. Veilleuse, mais pas une lumière brillante. Parce que le cerveau détecte ça comme la journée et donc ne va pas induire le sommeil. D'accord. Mais dans tous les cas, il faut un environnement qui est propice pour pouvoir dormir. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est vraiment pour moi le plus important, c'est notre relation avec les écrans. D'accord. Téléphone portable. Smartphone. Tablette. Smartphone, ordinateur, télévision, post-téléviseur. Il faut tout faire pour pouvoir s'éloigner de ces écrans-là au moins 1 heure de temps avant l'heure fixée pour le coucher. D'accord. Donc, lorsqu'on dort au salon devant la télé ou même pour ceux qui ont une télé dans la chambre, ce n'est pas bien. Je ne conseille pas, et ça j'insiste beaucoup dessus pour mes patients. Ou le portable qui est avec vous au niveau du au chevet de lit. Voilà. Les postes téléviseurs dans les chambres à coucher, il faut éviter ça absolument. D'accord. Il faut, lorsque l'heure du coucher sonne, il faut se débarrasser de son téléphone. Il vaut même mieux éviter d'avoir le téléphone dans sa chambre à coucher. Ça, c'est extrêmement important. Et pour les jeunes aujourd'hui qui sont vraiment câblés sur Internet toute la nuit, je voudrais faire un conseil, c'est un peu provocateur, mais je voudrais dire aux parents de trouver moyen pour décréter un couvre-feu digital à partir d'une certaine heure. Bon, c'est à voir. C'est pas quelque chose à imposer, mais il faut discuter avec les jeunes et les adolescents. D'accord. Je pense qu'à partir de 22h, il faut décréter un couvre-feu digital. Je suis un peu provocateur en le disant, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis le dernier conseil, c'est limiter la consommation des excitants. La caféine, alcool, thé, le soir, il faut limiter cela. Voilà les 4 principaux conseils que je vais donner en termes d'hygiène de sommeil. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que les troubles du sommeil, pour résumer, se retrouvent au carrefour des maladies non transmissibles. Vous en avez cité quelques-unes parlant de ces maladies-là. Si on en vient au thème retenu pour cette journée, j'en parlais, c'est quand somnolence et santé mentale se croisent. La somnolence, déjà, c'est quoi ? Alors, la somnolence est un état de vigilance diminuée qui est caractérisé par une envie intense. D'accord. Et pratiquement incontrôlable de dormir, même dans des situations inappropriées, au travail. Et c'est dû essentiellement à quoi ? La somnolence va tirer, on va dire que c'est la face visible de l'iceberg.
La somnolence, en fait, va traduire des troubles du sommeil. C'est parce que l'individu a mal, je vais le mettre comme ça, a mal dormi la nuit, que dans la journée, va se retrouver en dette de sommeil, il doit payer cette dette-là dans la journée. Et vous donnez par exemple l'exemple d'un chauffeur ou de quelqu'un qui dort au volant par exemple et qui peut être donc très dangereux pour les usagers de la route. Absolument. Mais au total, combien de troubles du sommeil avons-nous? Est-ce que déjà la somnolence est un trouble du sommeil ou c'est un signe Il faut plus considérer la somnolence comme un signe des troubles du sommeil. Donc c'est une manifestation clinique des troubles du sommeil. Comme la fièvre pour le paludisme. Exactement, il vaut mieux le considérer comme ça. D'accord. Alors, les troubles du sommeil, combien il y en a? Il y en a des dizaines. Ok. Mais il y en a principalement deux, disons trois, qui ont un intérêt, qui ont un grand poids en termes de, on va dire, de santé publique ou d'épidémiologie. Le premier trouble, c'est ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Apnée, ça veut dire pause respiratoire durant le sommeil. Et ça, véritablement, c'est quelque chose auquel on n'est pas très sensibilisé, mais qui commence à faire des dégâts. Parce que on appelle ça le syndrome d'apnée du sommeil. Le plus souvent, c'est lié à l'obésité. D'accord. Et ceux qui sont obèses ont un risque plus important de faire ce syndrome d'apnée du sommeil. Et parce qu'on fait des apnées du sommeil, on a un risque plus important d'être obèse. Donc, il s'établit un cercle vicieux entre les deux. D'accord. Et à la longue, ce syndrome d'apnée du sommeil peut également donc évoluer vers les maladies non transmissibles que j'avais citées tantôt. D'accord. Donc, premier trouble important, syndrome d'apnée du sommeil. Le deuxième, c'est les insomnies. J'en avais parlé. Donc, difficulté à rentrer dans le sommeil ou difficulté à maintenir un sommeil de qualité. Et puis, il y a un troisième trouble qu'on néglige souvent, mais qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. En fait, il s'agit d'individus qui vont avoir une tendance, ils vont avoir des fourmillements dans les jambes, on va dire des douleurs, des paresthésies dans les jambes lorsqu'elles sont en position assise ou au repos. Et ces douleurs vont être, on va dire, soulagées à la marche. D'accord. Et ça se prolonge dans la nuit par des mouvements des jambes au cours du sommeil qui vont perturber le sommeil, fragmenter le sommeil. Voilà donc les trois troubles importants. Il y en a des dizaines sur lesquels je ne vais pas insister. Revenir, vu qu'on n'a plus non plus assez de temps. Mais ce que je voudrais savoir, la somnolence qui est un signe du trouble du sommeil, vous l'aviez dit, est-ce que ça se manifeste beaucoup plus chez les enfants, les jeunes ou les personnes du troisième âge? Quels sont les sujets qui sont concernés? Alors, toute personne, tout âge, à tout âge. Mais ce qu'on sait, c'est que les personnes du sujet âgé ont un sommeil, une structure de sommeil qui est un peu plus perturbée. Les personnes d'âge avancé. Mais c'est des troubles qui peuvent arriver à tout âge. Je vous ai parlé, par exemple, du syndrome d'apnée du sommeil, qui peut arriver à tout âge. L'obésité, c'est pratiquement à tout âge. On sait évidemment que plus on prend de l'âge, plus on peut faire ce genre de trouble du sommeil. D'accord. Mais véritablement, c'est à n'importe quel âge que cela peut survenir. D'accord. Et nous a rejoint Étienne Sonou, psychologue clinicien. Bonjour. Bonjour, Madame Arlette. Merci d'être là. Alors oui, on parle de somnolence, on parle de santé mentale également, puisque le thème de cette année a une relation avec la santé mentale. Mais quel est le lien de la somnolence, Étienne Sonou, avec notre santé mentale, selon vous? Est-ce qu'il y a un lien, une relation? Oui, bon, enfin, il faut mentionner que toute affection neurologique peut avoir toujours un rapport avec la santé mentale. Parce que, parlant de santé mentale d'abord, c'est un désordre qu'on peut observer au niveau synaptique. Donc, si c'est déjà là, ça veut dire qu'il y a toujours un lien entre tout ce qui peut être d'ordre neurologique avec la santé mentale. Et donc, quand somnolence et santé psychologique se rejoignent, se mettent ensemble, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête de l'individu? Non, mais tout dépend de la question. Bon, quand on parle de somnolence déjà, qui est déjà un trouble de sommeil, c'est un signe, il a dit, docteur Ouachino. C'est plus un signe, une manifestation de trouble du sommeil. Voilà. Oui, un trouble de sommeil qui peut toujours entraîner des signes comme la somnolence, par exemple, parce qu'il y a déjà l'hypersomnie et l'insomnie normalement. Alors, lorsque quelqu'un est dans un état de somnolence, par exemple, pour nous d'abord, il faut voir comment c'est arrivé. Suite à quelle situation c'est arrivé.
Donc, il faut pouvoir voir comment ça a commencé. Comme j'entendais de certaines explications, ça peut être quelque chose d'anodin. Comme ça peut être aussi, lorsque ça continue, ça dure dans le temps, il faut maintenant voir si ce n'est pas un problème d'ordre neurologique ou quelque chose qui est venu après un trouble psychiatrique. D'accord, voilà, parce que ça peut être après un trouble psychiatrique. Bien sûr. Comme aussi, ça, comme cela peut être dû également à un problème de personnalité. D'accord. Voilà. Vous avez déjà rencontré de ces gens de cas-là, docteur Ablo? Alors, effectivement, il y a un lien bidirectionnel qu'il faut trouver entre, je vais prendre la somnolence et les pathologies psychiatriques. C'est possible d'avoir ce lien parce que quelqu'un a des troubles psychiatriques, que cela induise une somnolence, on parle de somnolence excessive, ou bien parce que quelqu'un est somnolent, cela traduit des troubles du sommeil. Et comme je vous ai dit que le sommeil joue un rôle important dans l'équilibre psychique, eh bien, les troubles du sommeil, donc ça fait le lien que vous pouvez avoir entre les troubles du sommeil et la somnolence, mais également les liens faits entre les troubles psychiatriques et la somnolence. Donc c'est véritablement un lien qui se renforce et ça fait pratiquement un cercle vicieux parfois. Donc on va dire un lien bidirectionnel. Donc la santé mentale peut, enfin l'état psychologique peut, un mauvais état on va dire psychologique peut entraîner la somnolence et la somnolence peut entraîner également un mauvais état psychologique. Exactement. Un bien-être mental pas très en forme on va le dire. Étienne Sonou, oui. Oui, en fait, lorsque il y a question de somnolence, le côté de quittant la santé mentale vers la somnolence est beaucoup plus prédominante. Parce que quelqu'un peut... quittant la santé mentale vers la somnolence. Oui, est beaucoup donc plus quelqu'un qui a un trouble psychiatrique par exemple ou, oui. Comme on peut parler des cas d'alcooliques, les cas d'alcooliques, il y a la question d'obésité, comme j'entendais évoquer tout à l'heure. Bon, maintenant, ça peut être quelque chose de transitoire, transitoire parce que quand vous n'avez pas bien dormi par exemple la nuit, donc je pense qu'il peut y avoir un petit risque que la somnolence puisse intervenir de façon transitoire. Voilà. Bien sûr. Docteur Ablo Prudence, est-ce que vous avez, je pose souvent la question, en termes de chiffres, de statistiques par exemple, peut-être liées au nombre de personnes qui souffrent de somnolence, parce que c'est une souffrance en griffe, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que parmi celles-ci, combien sont affectées à peu près dans notre pays? Vous avez quelques données? Alors, parce que la somnolence, comme je l'ai dit, il faut considérer la somnolence comme une manifestation. Un signe, un trouble, un symptôme. Pour nous, c'est la face visible de l'iceberg, comme je vous le disais tantôt. Donc, on s'intéresse à la somnolence, mais après, il faut déboucher sur véritablement la cause. Et cette cause-là, ça peut être un trouble du sommeil, ou ça peut être trouble psychiatrique. Mais je préfère ne pas véritablement indexer cela. De dire que les somnolences... c'est plus important en lien avec le trouble psychiatrique. Je pense qu'il faut nuancer un peu. Il faut nuancer parce que, voyez-vous, les troubles du sommeil, puis nous les sous-estimons beaucoup. Voyez-vous, les chiffres dont nous disposons portent sur les troubles du sommeil. D'accord, et pas sur la somnolence. Pas sur la somnolence, parce que c'est un problème. Mais quand on a la somnolence, c'est qu'il faut aller voir qu'est-ce qui est derrière cette somnolence-là. Et c'est ça le plus important. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons mené la première étude africaine sur les troubles du sommeil en population générale au Bénin ici. Et nous avons pu démontrer que quand vous prenez dans une population de sujets de plus de 25 ans, vous avez 4 personnes sur 10 qui ont un syndrome d'apnée du sommeil à des degrés divers. D'accord. On peut classer en léger, modéré, sévère, mais c'est un chiffre important, ça. Et le lien, nous avons pu faire un lien avec, je dirais, l'épidémie d'obésité qui est en cours actuellement dans notre pays. Première chose. Deuxième chose, si je prends le deuxième trouble important, l'insomnie, à peu près 15 à 20% des sujets de plus de 25 ans font de l'insomnie à des degrés divers. Si je prends le syndrome des jambes sans repos, qui est le troisième trouble le plus important, nous avons pu trouver que c'est à peu près 5% des personnes de plus de 25 ans qui ont
donc ce syndrome des jambes sans repos. Les autres troubles, les statistiques ne sont pas très fournies, mais nous avons donc des éléments pour penser que c'est véritablement un problème de santé publique, les troubles du sommeil, et qu'il faut commencer à s'en préoccuper de plus en plus. Un véritable problème de santé publique, les troubles du sommeil. Vous êtes d'accord, Étienne Sonou? Oui, du moment où ça affecte déjà une population, on peut toujours considérer cela comme étant un problème de santé publique, normalement. D'accord. Et justement, docteur Ablo Prudence Ouachinou, comment y remédier? On en parlait tout à l'heure pour revenir là-dessus. Vous parlez entre de 6 heures à 8 heures de sommeil pour certains, en tout cas pour la majorité. Mais il y en a, leur organisme est habité peut-être à 5 heures de sommeil, 4 heures de sommeil, tout dépend. Ce qui est sûr, il faut aller au lit à 1 heure fixe pour se réveiller à 1 heure également fixe. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que cela suffit déjà? Vous avez parlé également des accidents, le café qu'il faut éviter. Quelle autre chose avez-vous à dire aux auditeurs dans ce cadre-là pour les aider davantage, ceux-là qui en souffrent peut-être? Alors, je voudrais dire que il est important de se mettre en tête que le sommeil n'est pas un luxe. Une nuit de sommeil, avec un sommeil de bonne qualité, ce n'est pas un luxe. Et il faut veiller sur son sommeil. Autant on veille sur son alimentation, dans le cas de sa santé, autant je conseille de veiller sur son sommeil et sur la qualité du sommeil. Deuxième chose, la durée du sommeil est très importante. Et 1 heure de sommeil en moins chaque nuit peut entraîner des conséquences dramatiques. Nous, par exemple, pour venir faire matinale, on se réveille à 3 heures du matin. Audrey, vous vous êtes réveillé à quelle heure aujourd'hui? 2 heures, non? 2 heures, 3 heures, vous voyez? Très bien. Alors ça, c'est des cas particuliers. Et dans tous les cas, c'est qu'il faut trouver le moyen de rattraper les heures de sommeil. On peut rattraper, vous êtes sûr? On peut essayer. Il vaut mieux essayer de rattraper les heures de sommeil que vous n'avez pas eues, plutôt que de continuer la journée comme ça, parce que vous allez accumuler des dettes de sommeil que vous paierez d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut trouver le temps dans la journée pour pouvoir donc récupérer sur ça. Et je pense que j'avais déjà donné les principaux conseils. J'insiste encore une fois sur les horaires réguliers de sommeil. J'insiste sur l'environnement propice pour le sommeil. J'insiste sur l'éviction des écrans, au moins 1 heure de temps avant le sommeil. Et j'ai dit, je répète, par rapport aux adolescents, aux jeunes, il faut que les parents pensent à décréter ce couvre-feu digital, autour de 22 heures, mais c'est quelque chose qu'il faut discuter bien entendu avec eux pour leur montrer l'importance véritablement de cette éviction des écrans avant d'aller dormir. D'accord, encore 1 minute, mais il y a une question d'un auditeur. Bonjour le studio, je voudrais savoir combien de temps peut durer une sieste par exemple. Deuxième inquiétude, par exemple en cas d'insomnie, que faut-il faire exactement? Bonne journée à vous. Bon, en cas d'insomnie, que faut-il faire? On en a déjà parlé, mais en parlant de la sieste, combien de temps est-ce que ça peut durer? C'est sa question. Alors, une bonne sieste ne doit pas durer plus de 20-30 minutes. C'est 15 minutes de sieste. 15 minutes. 15 minutes. 20-30 minutes maximum, ça suffit pour être retapé. Si on en fait plus, on empiète sur sa durée de sommeil la nuit et on risque d'avoir des problèmes, soit pour entrer dans le sommeil, soit pour donc maintenir un sommeil de durée suffisante. Une bonne sieste, c'est pas plus de 30 minutes. C'est très important. Et les gens qui ont des problèmes pour s'endormir la nuit, il vaut mieux ne pas grignoter sur son temps de sommeil dans la journée. Il faut éviter ça. Une petite sieste et puis le soir, on se réserve pour pouvoir dormir. Pas plus de 30 minutes de sieste, c'est bon pour notre bien-être psychologique. Oui, c'est dans la journée parce que la question d'insomnie, qu'il fallait revenir là-dessus parce qu'il y a des erreurs que les gens font à ce niveau. En quelques secondes. Bon, on ne dure pas quand il y a une question d'insomnie, on perd le sommeil par exemple, il ne faut pas durer sur le lit normalement. D'accord. Parce que ça va renforcer l'insomnie. Bon, voilà, je ne peux pas dire plus parce que le temps est déjà passé. C'est vrai. Merci beaucoup à vous, Étienne Sonou. Vous êtes psychologue. Docteur Ablo Prudence Ouachinou, à l'occasion de cette journée mondiale du sommeil, quel est votre message? Si vous en avez un que vous n'avez pas eu le temps de le dire, ce serait quoi là maintenant? Alors, le message, c'est de répéter encore une fois que le sommeil n'est pas un luxe et que le sommeil n'est pas une perte de temps. Il faut veiller sur son sommeil et commencer dès ce soir. Et offrez-vous une nuit réparatrice de sommeil, offrez-vous une durée suffisante de sommeil et votre santé s'en portera beaucoup mieux. Je vous remercie. Vous avez dormi durant combien d'heures aujourd'hui?
Alors, j'ai dormi 6 heures. Merci beaucoup à vous, Dr Ablowachinou Prudence. Vous êtes médecin pneumologue, spécialiste de médecine du sommeil, professeur agrégé à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup, madame. Portez-vous bien. Monsieur Sono également.